Concerto à la mémoire d'un ange est le titre du dernier recueil de nouvelles d'Éric Emmanuel Schmitt. Pietro Pizzuti et Virginie Thirion nous parlent d'Animal, un objet de théâtre qui se joue pour l'instant au Théâtre Le Public. Je les rejoins juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 50 degrés Nord. Messieurs, soyez les bienvenus. Nous parlerons de théâtre tout à l'heure avec Virginie Thirion et Pietro Pizzuti. Mais d'abord, un peu de littérature avec notre premier invité, Éric Emmanuel Schmitt, écrivain, auteur de théâtre, réalisateur. Il est l'auteur d'Oscar et la Dame Rose, d'Odette Tout le Monde. Pour le théâtre, il a écrit Petits crimes conjugaux, La tectonique des sentiments. Ses romans pour titre La part de l'autre, Ulysse from Bagdad, Concerto à la mémoire d'un ange. C'est son dernier bouquin. C'est un recueil de 4 histoires que vous avez lues. Oui, un recueil de 4 nouvelles, mais qu'il a composé comme il aurait composé un bouquet, c'est-à-dire en les choisissant comme on choisit des fleurs. C'est lui qui l'a Oui, c'est lui qui l'a dit. Tout de suite, voici Éric Emmanuel Schmitt. C'est vrai qu'à la fin, il y a un petit carnet de lecture, c'est une espèce de petit making-of, de petites explications comme ça, pendant l'écriture. Et vous dites en effet, c'est pas la première fois qu'il y a un recueil de nouvelles qui sort, mais que ce n'est pas des textes comme ça et pas. Vous partez d'une idée puis vous la déclinez quelque part. Oui, l'idée précède la rédaction des histoires. En fait, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un livre de nouvelles, c'est-à-dire que j'ai une idée globale avec un thème et généralement c'est la nouvelle qui va porter le titre, qui va donner le titre. Ouais. Et après je décline ou je fais miroiter cette idée dans d'autres histoires et les histoires se complètent les unes les autres. Donc c'est quand même composé comme un roman, mais ce sont des nouvelles. 4 histoires. L'empoisonneuse, une femme qui a été soupçonnée et a raison d'être l'empoisonneuse d'un village. Le retour. Ça, c'est le marin à qui on apprend. C'est terrible, cette histoire. On apprend à un marin qu'il a perdu sa fille. Il est sur un bateau au milieu de la mer et lui il dit mais quelle fille, on n'arrive pas à lui répondre et lui il va commencer à gamberger. Il en a 4 et alors il y a Concerto à la mémoire d'un ange, la rivalité entre 2 musiciens et puis un amour à l'Élysée pour terminer. Tiens, un petit clin d'œil, y aurait-il des ressemblances dans l'air à travers les 4 histoires, c'est finalement l'histoire du destin ou de la liberté. Est-ce qu'on est destiné à devenir quelque chose ou est-ce qu'on a la liberté à partir de ce qu'on est, de l'endroit où on arrive sur Terre, est-ce qu'on a la liberté de choisir? Voilà. Votre avis, c'est quoi? Moi, mon avis, il vaut pas plus que celui d'un autre. Ce qui reste, c'est la question. C'est-à-dire que ça fait 2500 ans que les philosophes se battent. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est déterminé? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Moi, j'ai besoin de croire qu'on est libre. Mais avoir besoin, ça ne veut pas dire avoir raison. Mais vous êtes convaincu de quoi? C'est-à-dire que je pense on a toujours le même passé, on a toujours le même caractère, on a toujours la même histoire. Le fond reste le même. Oui, mais on peut décider d'y donner plus ou moins de poids à ce passé, à ce caractère ou à notre histoire. C'est-à-dire, on a toutefois la force de le faire. Oui, on peut s'alléger de son passé. Une analyse, ça sert à ça. Une réflexion, ça sert à ça. On peut prendre de la distance par rapport à son histoire en se réinventant. Encore faut-il le vouloir. Ou on peut faire des rencontres qui bouleversent totalement. Dans ce livre, ce ne sont que des histoires de rencontres, c'est des rencontres qui changent la vie des êtres. Et puis, on peut aussi décider, enfin, on peut aussi rester prisonnier de son enfance, de son passé, de ses traumatismes. Voilà. Il y a des rencontres sans volonté, je dirais, sans volonté de changer, on ne change pas. Mais par contre, je ne crois pas, comme certains, qu'on puisse changer radicalement. Ouais. On se souvient de Sartre dans Le Diable et le bon Dieu, où il faisait passer un héros du mal au bien en le changeant radicalement. Moi, je ne pense pas qu'on peut changer radicalement, je pense juste qu'on peut se corriger. Et puis... Oui, moi je me demandais pourquoi parler de rédemption. Parce que c'est ça le thème des 4 nouvelles. Mais rédemption pas au sens religieux, au sens comment dire, psychologique. C'est-à-dire le fait de... C'est quoi la différence entre le sens religieux et la rédemption au sens psychologique, c'est le pardon de Dieu. La rédemption au sens psychologique, c'est abandonner, je dirais, l'axe du mal, l'axe qui fait qu'on enchaîne les conneries ou les agressivités sur les autres pour essayer de s'amender et de devenir quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que c'est essentiel, le problème de la rédemption. Parce que dans nos vies, on ne peut pas s'empêcher de faire du mal. Et on ne peut pas vivre avec nos péchés?
De toute façon, on est forcé. Dans 2 minutes, il va vous confesser, j'ai l'impression. Non, je demande. Il en a besoin. C'est lui qui le cherche. Non, c'est des questions On va qu'on vous installer un grillage. Mais enfin, ce sont des questions Ne qu'on vous se moquez pose. pas de lui, c'est lui qui a raison. Cette interrogation, c'est une des meilleures qu'on peut avoir. Vous pensez quoi, que vous êtes formidable, que vous faites jamais de mal aux autres, que vous êtes génial, c'est pas possible de penser ça. Et donc, on est Et forcément. encore le plus parfait ici, c'est moi. Et encore, Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec ses péchés et les assumer? Point. Péché, c'est trop religieux, je dirais faute. Non, on vit mal avec ses fautes. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai fait des choses vraiment que je regrette infiniment. Et c'est lourd, voilà. Et je vis avec ce poids-là. Mais en même temps, j'essaye de m'alléger pour pas de ce poids, mais pour continuer à embrasser la vie et pas être coincé dans des regrets ou des remords que je pourrais avoir. Il y a aussi cette idée qu'on est là pour devenir quelque chose ou quelqu'un. Quand devenons-nous celui que nous devons être? Écrivez-vous. C'est un chemin de vie. Vous pensez vraiment qu'on est là pour devenir une personne ou quelqu'un? Je pense que si on prend pas le parti de devenir quelqu'un, on est ce qu'ont voulu les autres. Et ça me paraît grave. C'est-à-dire qu'on est aliéné, on est prisonnier. À 20 ans, je trouve qu'on est un peu le produit de notre éducation, de notre environnement, de notre caractère, de notre tempérament. On est un résultat. Est-ce qu'on est l'auteur de soi-même à 20 ans? Je pense pas. Je pense que plus on avance dans la vie, plus on peut devenir l'enfant de soi-même. Ouais. C'est-à-dire plus on peut se créer, se dessiner, devenir peut-être ce que l'on est véritablement. Soit se découvrir. Par exemple, moi, être écrivain, ça a été me découvrir. Je suis pas l'écrivain que je voulais être, je suis l'écrivain que je suis. Et c'est en écrivant que j'ai découvert quel est cet écrivain. Mais c'est pareil pour dans la vie. On découvre ce que l'on est et on essaye éventuellement d'améliorer. C'est qui l'écrivain que vous vouliez être? Moi, c'est quoi? C'est un modèle? Oui, moi, je voulais être Claudel. Ouais. C'est raté. Ouais, c'est raté. Oui, on peut le dire. Oui, parce que vous faites pas la même chose. Non. Mais à la limite, je continue à admirer le plus fortement tout ce dont je suis loin. Oui, mais quand même, justement, parce que Claudel, un grand auteur chrétien aussi. Et ça peut être le christianisme peut être un point commun, mais c'est un grand lyrique. Et j'adorais l'écriture lyrique. Moi, mon écriture est précise, sèche, serrée. Pourquoi? Parce que vous osez pas Pas du tout. C'est parce c'est comme ça qu'elle est bonne. Elle est boursouflée quand elle s'essaye au lyrisme. Vous avez essayé? Moi, je sais imiter beaucoup de styles. Je suis un vrai caméléon. C'est vrai? Je fais ça pour les anniversaires. Si on vous donne une phrase, vous savez faire... Je fais du faux Chateaubriand, du faux Molière, du faux Racine, du faux Becquer. Et du vrai Schmitt. Du faux c'est le plus difficile à faire. Ouais. Est-ce qu'on sait quand on est devenu ce qu'on doit être? C'est vous qu'elle a confesse. Est-ce qu'on se reconnaît? Dites-moi tout. Est-ce qu'on se reconnaît? Je pense que il peut y avoir un moment dans sa vie où on se sent en accord avec soi-même, c'est-à-dire en accord avec ses pulsions profondes, ses désirs et l'environnement qu'on a créé et l'activité qu'on a créée. Je pense que c'est une récompense extraordinaire dans une vie de se dire, voilà, je vis en conformité avec mes principes et avec mes désirs. Vous y êtes arrivé? De temps en temps, j'ai ce sentiment. La plupart du temps, je suis dans l'inquiétude, je suis dans la course, je pense toujours que je peux faire mieux. Mais de temps en temps, je me dis, au moins, je fais ce que je dois faire. Moi, je me dis que ça va quand même faire peur de savoir qui on est à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe après? Je suis arrivé. Oui, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est plus passionnant de chercher. Non, mais je crois qu'on ne sait pas ce qu'on sait, on sait où on est. Ouais. Moi, par exemple, je ne sais pas qui je suis, autrement j'écrirais plus. Je veux dire, si j'ai autant d'imagination... C'est la recherche qui est intéressante. Si j'ai autant d'imagination, c'est parce qu'il y a sans doute un grand vide à combler ou un grand trou à combler. Mais je sais où je suis. Il y a un auteur, je ne sais plus lequel, qui a dit « Si vous êtes arrivé, c'est que vous n'alliez pas bien loin ». Et je pense qu'il avait totalement raison. Moi, je me demande pourquoi écrire une nouvelle sur un président d'une 50aine d'années, une dame passionnée. On va bien évidemment faire la projection sur Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Pourquoi vous avez eu envie de ça? Mais c'est vous, docteur, qui faites des projections sur Carla Bruni. C'est vous quand même. Vous le savez que 99,9%. Oui, non, moi je suis comme moi, j'ai pas vu Carla, j'ai vu la précédente. C'est vrai? Bah oui, la nouvelle, elle l'aime encore. En tout cas, ce couple-là. En fait, pour faire cette femme-là, j'ai pris des petits bouts de Bernadette Chirac. Lesquels? L'amour du théâtre. L'amour du théâtre, que j'ai toujours vu à toutes mes pièces. Les petites pièces jaunes. La patience absolue par rapport à un homme qui a d'autres intérêts féminins. La résistance.
Mais il y a aussi, j'ai mis dans ce personnage aussi une que j'aimais beaucoup, qui était Claude Pompidou. La fondation, l'amour de l'art, l'amour de l'art, et puis la détestation de l'Élysée, car Claude Pompidou détestait l'Élysée, détestait la carrière de son mari, détestait le fait d'être première dame et femme de président, parce qu'elle aimait cet homme d'un amour qui n'avait rien à voir avec sa position politique, peut-être la différence avec aujourd'hui, et peut-être, et elle a toujours considéré que l'Élysée était le lieu de la mort de son mari. Donc il y a aussi beaucoup de cette femme que moi j'aimais beaucoup. Voilà, un concerto à la mémoire d'un ange, 4 histoires avec cette même thématique, ces mêmes questionnements. Éric Emmanuel.